Planète Marché, 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter l'actualité des marchés, l'actualité économique. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche de Lyxor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Jeanne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Thibaut Prébet nous accompagne également, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bienvenue à Franck Dixmier qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir également. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Sans fioriture, commençons par la question de la rentrée. Le calendrier de la Réserve fédérale américaine, le symposium de Jackson Hole dans le Wyoming se tiendra finalement en virtuel à partir de vendredi. En tout cas, c'est le jour où s'exprimera Jérôme Powell. Question sans détour, Franck. Est-ce que tous les éléments sont en place pour initier un processus de réduction progressive des achats d'actifs, 120 milliards par mois, ce qu'on appelle donc le tapering, on ferme progressivement le robinet. Quels sont les arguments dont dispose Jérôme Powell pour initier ce processus et quel calendrier peut-on imaginer pour ce processus ? Je crois qu'il y a 2 enjeux pour Jackson Hole. Le premier, c'est sans doute simplifier la communication de la Fed, la clarifier. Et dans un deuxième temps, ce sera l'occasion pour Jérôme Powell de communiquer ses prévisions économiques. Parce qu'on sait qu'on se sentait un peu sorti d'affaire, en fait, sur la crise sanitaire vers le mois de mai. Il y avait des anticipations d'inflation assez fortes dans les marchés. On était pratiquement sur un pic de croissance, en tout cas sur l'économie américaine. Et puis on voit que cette crise sanitaire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Il y a des trous dans la carte de la vaccination qu'on peut copier-coller d'ailleurs avec l'électorat américain. Qui fait qu'on a encore cet élément d'incertitude qui pèse sur la conjoncture. Et puis avec des éléments concrets, on voit des ports en Chine qui se ferment, le fret, les coûts du fret mondiaux qui explosent. Donc c'est des éléments très très tangibles. Alors, preuve en est, au passage, je refais la petite séquence, mais Jackson Hole était prévu en virtuel dès le départ, et puis finalement... À un moment, on a dit, ben non, finalement, on pourra le faire en présentiel. Et puis la semaine dernière, nouveau coup de théâtre, on reprogramme, sur la forme en tout cas, un symposium en distanciel. Oui, absolument. Et c'est pas anodin. C'est parce qu'effectivement, ce type de réunion ne peut pas, pour des raisons sanitaires, se tenir en physique. Alors pourquoi simplifier ? Parce que la Fed, en fait, s'enfermait dans une communication de plus en plus cryptique. On se souvient qu'en juin, c'était thinking about. Donc, on réfléchissait à peut-être réfléchir au tapering. Là, on va sans doute vers quelque chose de plus simple. La publication des minutes du dernier meeting de la Fed a été éclairante. On sait maintenant qu'il y a une majorité des gouverneurs de la Fed qui veulent donc réduire le rythme d'achat de la Réserve fédérale dès cette année. Donc ça, c'est un élément très important. Donc Powell est attendu là-dessus. Alors, ça, c'est un discours que Jérôme Powell va pouvoir endosser, incarner, lui, vendredi à Jackson Hole. C'est écrit. Donc, c'est écrit. Il faut qu'il se justifie, sans doute. Mais sa communication ne peut être que conditionnelle. Compte tenu de cette crise sanitaire latente, il va sans doute poser des conditions. Le tapering, oui. Alors c'est la chose la plus attendue par les marchés depuis des mois et des mois. Donc on sait enfin que ça arrive. Mais maintenant, il y a des questions. Quelles sont réellement les conditions ? Donc il va pouvoir nous éclairer notamment à la lueur de ses prévisions économiques et le degré de fiabilité, de confiance qu'il a dans ses prévisions économiques. Parce que l'économie américaine, on l'a vu sur les PMI, est encore sur des niveaux de croissance élevés. On est néanmoins sur une décélération. On voit que la confiance des ménages commence à flancher. C'est lié aussi à l'arrêt de tous ces programmes de subventions en fait, directes d'hélicoptères monnaie donnés aux ménages américains. Donc tout ça se débranche petit à petit. On a eu un rapport emploi qui a été très très fort, mais d'un autre côté, on a eu des ventes au détail qui ont un peu déçu. Donc, on a un tableau un peu plus mitigé de la situation économique américaine. Donc, les éclairages de la Fed sur les perspectives c'est très attendu et c'est absolument clé. Et dans l'analyse que vous faites chez Allianz, la balance penche de quel côté ? Même si on a passé le pic de croissance, en termes de dérivés secondes notamment, est-ce que les éléments macroéconomiques sont suffisamment solides pour que Jérôme Powell puisse nous dire « oui, les objectifs sont en train d'être atteints » ? Oui, la réponse est oui, parce qu'en fait, cette politique monétaire extrêmement agressive, c'est quand même 120 milliards d'achats par mois, elle a été calibrée pour soutenir la demande. La demande, elle va très bien. On a plutôt des problèmes du côté de l'offre, et c'est pas avec ce genre de politique monétaire qu'on va soutenir l'offre.
les problèmes d'offres, c'est... Ça ne va pas résoudre les problèmes dans les ports en Chine. Mais exactement. Donc du côté de la demande, on est quand même rassuré. On est sur un sentier de croissance. La reprise est extrêmement forte, donc on n'est pas inquiet là-dessus. Donc effectivement, tous les éléments sont là, et je rajouterais qu'il y a un élément qui était peut-être un peu embêtant pour la Fed il y a quelques mois, c'était les anticipations d'inflation dans les marchés. Ces anticipations d'inflation, elles ont très fortement décru, et notamment la courbe des anticipations d'inflation n'est plus inversée. Ça veut dire que les marchés ne craignent plus même un pic important d'inflation à 2 ans, et sont plutôt confortables avec le discours qui leur est servi, que cette inflation est temporaire. Et ça, je pense que pour Powell, c'est un soulagement, parce que ce point-là était un point de faiblesse potentiel. Ouais. Et donc, concrètement, et je passe la parole évidemment aux autres invités, mais chez Allianz, là, c'est quoi le scénario central ou idéal en termes de calendrier, en termes de rythme de réduction des achats que vous avez en tête ? C'est un tapering qui va arriver en fin d'année ou en début d'année prochaine, conditionné certes à l'évolution de la crise sanitaire. Donc maintenant, c'est vraiment cette évolution de la crise sanitaire qui va véritablement tenir les marchés et l'économie en haleine. Mais vous savez, enfin, dans le discours de Powell, il y a une chose qui m'a frappé également, hein, c'est qu'il a insisté sur le fait que ce qui était important, c'était le stock d'emprunt d'État au bilan de la Fed, et pas tellement le flux. Donc il a commencé à minimiser le fait qu'ils allaient modérer leurs achats. Et c'est totalement exact. Ce qui est essentiel, après, ça va être la gestion du bilan de la Fed. Bon, ça nous amène à cette question. Alors, vos commentaires, Jeanne, sur le processus de réduction des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine. Comment vous analysez la situation ? Quelle séquence est-ce que vous avez en tête ? Et est-ce que ce tapering sera finalement un non-événement de marché ? Écoutez, la première chose que je dirais, c'est que je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'à mon sens, ça va être conditionnel. Et que je ne suis pas sûre qu'à Jackson Hole, Powell affirme et annonce un tapering. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une condition qui n'est pas remplie, c'est le plein emploi. Or, ils ont lourdement insisté sur le fait qu'ils devaient. Alors, je pense que avant de se prononcer sur le fait qu'ils sont au plein emploi ou pas, il faudrait au moins attendre les chiffres de septembre. Septembre, c'est important parce que en juillet, à peu près 3 millions d'Américains ont perdu des subventions additionnelles pour le chômage. Et en septembre, c'est 12 millions d'Américains en plus qui vont perdre. Et donc, c'est apparemment ce qui a été derrière la relative robustesse des chiffres de juillet. Donc, on a eu 1 million, quasiment, 1 million de création d'emplois en juillet. On avait eu déjà plus de 900 000, enfin quasiment 1 million en juin, le mois précédent. Oui, mais sachant que quand même, il y avait 3 millions d'Américains qui, quand ils recevaient les 300 € par semaine supplémentaire, se retrouvaient avec un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient avant en travaillant, mais quand ils ne reçoivent plus les 300 $, ils ont un revenu inférieur. Et donc, ils ont une incitation à aller reprendre un boulot. Donc, attention, les chiffres de septembre, il va falloir voir comment ça va se refléter dans les chiffres de création d'emplois, puisqu'il y aura beaucoup plus d'Américains pour lesquels les indemnités de chômage et autres Covid exceptionnelles, c'est-à-dire régulières ou exceptionnelles, vont commencer à baisser. Donc là, il y a un impact important. Oui, mais et le risque, Jeanne, c'est qu'on ait justement, du fait de la disparition de ces surbonifications d'allocations chômage, les Américains vont revenir encore plus en masse vers le chemin du travail. Est-ce qu'il y a suffisamment de jobs pour tout le monde ? Alors, les jobs, il y en a beaucoup. On a un ratio d'offres d'emploi qui est au plus haut historique. Donc, les offres, c'est pas ce qui manque. D'accord. Ce qui manque, c'est la force de travail, quoi. La force de travail. Les gens qui veulent prendre un emploi. Mais pour tous ceux qui voudront revenir dans l'emploi, il y a des jobs ouverts. Oui, ah oui, largement. Oui, non, mais et là, on peut soupçonner que septembre sera un mois important, charnière pour la Fed. Elle va regarder ce qui va se passer. Est-ce que... Voilà. Il y a un autre élément important, et j'ai écouté tout à l'heure, mais j'ai cru lire qu'en fait, la FDA a bien donné... l'autorisation, l'approbation finale. Elle a été donnée aujourd'hui. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Et non plus seulement l'autorisation d'urgence d'utiliser le vaccin Pfizer. Or, il se trouve que du coup, on peut s'attendre à une vague de vaccination obligatoire, notamment dans des tas d'entités privées et publiques aux États-Unis qui attendaient
Ce tampon final. Ce tampon avant d'obliger leur personnel à se vacciner. Et c'est un élément important parce que, on l'a dit, les États-Unis, là, en peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ont pris du retard à la vaccination. Ou en tout cas, l'Europe est passée loin devant. Et on sentait qu'ils plafonnaient. En fait, vous regardez, ils n'ont quasiment pas augmenté leur taux de vaccination en l'espace d'1 mois. À 3% près, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc ça peut donner un boost supplémentaire. Dans l'intervalle, il peut y avoir des effets, effectivement, sur le moral, sur la consommation, sur etc. Et puis, n'oublions pas quand même les prix du baril, parce qu'une partie de la perte de confiance des ménages, elle se trouve dans un indice, mais pas dans l'autre. Ouais. Il y a 2 grandes enquêtes. L'une regarde le pouvoir d'achat, l'autre regarde l'emploi. Alors, celle qui regarde l'emploi, elle va très, très bien. Celle qui regarde le pouvoir d'achat, c'est celle-là qui a plongé du nez parce que les Américains commencent à ressentir les hausses de prix au quotidien et donc une certaine perte de pouvoir d'achat. Oui, mais au final, je comprends, dans les conditions nécessaires à remplir pour avancer sur le tapering, finalement, la barre n'est pas si élevée que ça. Septembre, tout est en place pour qu'on ait quand même un gros mois en termes de création d'emplois. On est d'accord. Et la lutte contre le Covid va pouvoir repartir de plus belle avec l'approbation finale du vaccin. Normalement, oui. C'est pour ça que pour nous, notre scénario en termes de... C'est que là, comme à la réunion de septembre, il va parler un peu plus du tapering, des conditions, des modalités, etc., pour une annonce qui, pour nous, serait peut-être plutôt en novembre, avec une mise en œuvre potentiellement en décembre. La réunion, je crois, le 5 décembre ou quelque chose, ou tout à fait début d'année, voilà, et peut-être descendre de 120 milliards par mois à quelque chose comme 105 milliards, peut-être 15 milliards de moins chaque mois. Oui. Voilà, en gros, c'est des ordres de grandeur. Disons 10 milliards, 10 à 15 sur tout ce qui est la partie Treasuries et 5 milliards sur la partie MBS. Qui sont mortgage, voilà, c'est ça, les titres adossés à des créances immobilières. Absolument. On a décrit la situation. Thibault, vos commentaires, évidemment. Est-ce que c'est un vrai enjeu pour le marché, pour les marchés globaux, comme vous les regardez, ce tapering, cette réduction du programme d'achat d'actifs de la Fed? Je précise juste pourquoi est-ce qu'on en parle autant, parce qu'en 2013, il y a eu un énorme accident de communication de la Réserve fédérale américaine. Ben Bernanke, à l'époque, à la tête de la Fed, avait été un peu trop agressif dans sa communication, qui visait là aussi, il fallait réduire un des programmes de QE de l'époque, et ça s'était assez mal passé, on va dire, sur les marchés. Ouais, ça s'est mal passé pendant 1 mois. Puis après, on a eu une excellente année. Et en fait, c'est en 2018 quand les taux ont vraiment monté. Ouais. Là, ça a un peu pulsé. Donc, la peur des marchés aujourd'hui, c'est pas le tapering du tout. C'est la hausse des taux. Donc, la question, c'est quid d'un tapering sur la hausse des taux? Et la réponse pour l'instant du marché, c'est on s'en tape. C'est-à-dire qu'on a bien vu que lors qu'on a eu ces minutes de la Fed, on a depuis 3 mois, mais la Fed avait déjà fait ça auparavant dans le cycle que vous mentionnez, cette idée d'avoir une réunion où on a un discours qui est très, très accommodant et des minutes qui sont censées raconter ce qui s'est dit, qui sont plus agressives. Ce qui leur permet de monitorer à la prochaine réunion soit une escalade, soit une sorte d'oscillation. Donc la Fed a toujours beaucoup fait ça. Donc c'est sans surprise qu'on se retrouve avec des minutes qui disent le contraire de ce qu'elle avait dit précédemment. Et en fait, on se rend compte que le marché action n'a pas tellement aimé. Et les taux ont dit, ouais, avec un 10 ans américain qui est aujourd'hui plutôt allé voir les 1,20 que remonter vers les niveaux de 1,75 qui étaient sous pression. Donc maintenant, la question qu'on se pose, elle est en fait assez simple. Il y a 2 manières de voir des taux d'intérêt, de voir une obligation, américaine en l'occurrence. Il y a une manière, qui était la manière de février, qui est de dire, ça vaut, c'est un titre financier, il y a l'offre et la demande, et ça vaut ce qui égalise les acheteurs et les vendeurs. Et à un moment donné où il y avait énormément d'émissions, au début d'année, et où les acheteurs se posaient des questions, l'équilibre s'est déporté vers des taux plus élevés. Ouais. Et puis, on a eu ce retour d'une croissance tonitruante aux US, l'envie d'investir là-bas, beaucoup d'investisseurs qui voulaient voir la Chine, qui finalement se sont dit, ouais, bon. Et donc, tout ça s'est remis en ordre. On est passé dans une deuxième manière de voir les taux, qui est de dire, le taux à 10 ans américain, c'est la composition des taux monétaires sur les 10 prochaines années. Plus là, les taux étant quasiment à zéro, il n'y a pas beaucoup d'actualisation. Donc, on essaie de se faire un scénario, on fait la moyenne, et on voit qu'en fait, dépasser les 2% sur les taux américains, alors qu'on est à zéro, et que les membres de la Fed, sur le long terme, ont du mal à aller cibler plus loin que 2, 2,5, pas évident, parce qu'on voit bien que si on veut aller largement au-dessus de 2 en moyenne, il faudrait plutôt qu'on essaie d'aller vers 4 ou 5, et on y a quand même eu du mal à y aller, et même quand on est monté récemment, on est quand même redescendu assez vite. Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans une logique monétaire, qui est de se dire, on a du mal à justifier les taux trop élevés.
La question du tapering, c'est est-ce qu'on rebascule dans le premier monde ? Est-ce qu'à un moment donné, si les États-Unis achètent moins de chaque nouvelle émission, il y a suffisamment d'acheteurs internationaux, japonais, américains, anglais, domestiques, pour que l'émission se passe bien, ou est-ce qu'à chaque fois, les taux vont remonter un petit peu parce qu'il va falloir être un peu plus attirant. La question que se pose le marché aujourd'hui, c'est ça. À l'instant T, l'inquiétude n'est absolument pas présente, mais ce genre de mouvement, c'est qu'à la lumière de chaque nouvelle émission qu'on pourra le voir. Donc, à ce stade, rien à signaler. On surjoue toujours un peu de Jackson Hole, parce qu'au mois d'août, il faut bien avouer qu'en tant que politique monétaire, on n'est pas totalement en pleine folie. Mais ce qui va se jouer, à mon avis, assez rapidement, ce ne sera pas tant une inquiétude fondamentale que la capacité du marché à absorber des volumes qui restent potentiellement importants. C'est un point très intéressant avec tout ce qui se joue en ce moment au Congrès, par exemple, Thibault. Ça veut dire que pour la Fed et pour le marché, un des grands points d'interrogation encore, c'est de connaître la taille du déficit américain, par exemple, sur le prochain exercice. On commence à avoir une idée, mais voilà, combien est-ce que le Trésor va émettre ? Je crois que l'exercice commence au 1er octobre, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis. Oui. C'est ça, c'est fin septembre. On n'a pas encore toutes les réponses à ces questions-là. Non, et puis c'est une théorie. C'est-à-dire que l'idée qui est de dire il n'y aura personne pour acheter les emprunts d'État européens, américains, les taux vont monter, on a déjà vu ça 25 fois, ça n'arrive jamais. Donc je veux dire, cette idée de base selon laquelle il y a une inquiétude fondamentale à trouver des acheteurs pour un titre, dans des marchés hyper profonds, où il ne faut pas oublier que si la Fed achète moins, elle achète toujours énormément, c'est quand même très théorique. Mais il faut aussi voir qu'on n'est pas dans des marchés totalement classiques. On en parlait tout à l'heure en microéconomie. On a des marchés qui, sur les obligues ou sur certaines actions, sont très chers. Ouais. Et donc, est-ce qu'on n'est pas plus dans l'excuse pour justifier d'alléger un peu ce qui peut faire remonter les taux que dans une vraie inquiétude à dire il n'y a personne qui veut acheter ? Probablement. C'est-à-dire qu'à ce stade, l'idée qu'on ait vraiment du mal à trouver des acheteurs de taux, d'autant plus que dans les autres zones, il n'y a pas non plus des offres concurrentielles extrêmement attirantes. C'est-à-dire que l'investisseur qui dit je vais plutôt aller faire de l'euro, je vais avoir des taux beaucoup plus intéressants, il repart assez vite en sens inverse. Tout ça fait il est peu probable qu'on ait un vrai sujet à tout moment sur la capacité à financer l'État américain. Ça me semble assez farfelu. En revanche, l'idée que l'investisseur regarde et que ça puisse créer un peu de mouvement, c'est possible, mais on n'ira pas très au loin de ça. En tout cas, chez Financière Bevel, on ne croit vraiment pas à cette idée qu'on va avoir du mal à financer l'État américain. Je pense que c'est assez farfelu. Non, mais savoir à quel prix on se finance, c'est toujours un équilibre intéressant. Au mois d'août, c'est bien. Sur le niveau des taux et sur le prix, justement, de la dette américaine. Il n'y a aucune corrélation, en fait, entre déficit public et niveau des taux. C'est juste un truc qui n'existe pas. Donc, c'est une vue de l'esprit. Donc, c'est même pas théorique, ça n'existe pas. Ça, je pense que faut vraiment l'avoir en tête. Vous se rappelez du Japon ? Oui, confère le Japon. Si jamais on oublie quelque chose. Et on en vient au deuxième argument, les banques centrales. Les banques centrales qui sont là, qui sont dans les marchés pour encore très très longtemps, qui vont nous accompagner. On est sur des prix administrés. Et ce qui est clé pour essayer d'anticiper quand même un niveau d'équilibre sur les taux long terme aux États-Unis, c'est plutôt le timing des premières hausses des taux courts. Oui. Parce qu'en fait, si le marché est aussi protégé, si les taux sont là où ils sont, c'est que la pente sur la courbe américaine est extrêmement forte. Et quand vous regardez le 5 ans dans 5 ans aux États-Unis, on est proche des 2%. Et qu'est-ce que vous dit la Fed ? Que 2,5, c'est un taux d'équilibre. Donc on est très très proche aujourd'hui de niveau d'équilibre sur les taux long terme. C'est complètement contre-intuitif, mais en fait, c'est dû à ce report dans le temps des premières hausses de taux. Donc c'est certes un peu technique, mais on peut expliquer les niveaux de taux actuels. Ouais. Et alors, pour être un peu plus concret encore, 1,25 là au moment où on se parle sur le 10 ans américain, on a vu 1,75, 1,80 fin mars. Je rappelle qu'avant la pandémie, début d'année 2019, c'est ça, on était à 1,90 sur le 10 ans américain. C'était les débats qu'on avait il y a quelques mois, mais le débat, il est toujours valable ou il est caduque ? Est-ce qu'on peut imaginer à nouveau un 1,92 sur le 10 ans américain ou est-ce qu'il sera plus proche de 1 en fin d'année ? Début 2020, début 2009, tu sais qu'on avait touché 3% fin 2018 et que le marché s'affolait. Donc c'était 1,90 début 2020, oui bien sûr, début 2020, juste avant la crise pandémique. Et 2020, on était à 0,50 sur les taux. Et on est tombé à 0,50. Donc la correction sur les taux américains, elle est faite. D'accord. Derrière nous. Donc évidemment, on va avoir de la variation, mais quoi, 50 dépôts de variation, c'est des choses donc qu'on est habitué à gérer. Donc oui, on n'est pas trop short actuellement sur les taux américains. Bon, là-dessus, Jeanne ? Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit, et c'était ma conviction, que le marché nous dit quelque chose. Oui, sur le marché obligataire. Oui. Et que quand le marché obligataire et le marché financier, pas qu'obligataire d'ailleurs, en termes de rotation thématique, etc., nous dit qu'il y a un épisode de caractère déflationniste, il faut quand même l'écouter, ou en tout cas s'interroger sur ses convictions quant à la reflation. Alors,
moi, je garde cette conviction qui est peut-être optimiste, mais qu'on est sur un processus de reflation un peu difficile, avec des hauts et des bas, certes, mais qu'on est quand même sur le bon chemin. Mais pour l'instant, la structure du marché financier continue d'être une structure à caractère déflationniste. Ce qu'on voit avec les taux là où ils sont, c'est la chute. Ça s'était interrompu pendant 2 semaines. Hein. Ça a repris la prime de terme sur les obligations. Elle rechute, elle est au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps. On se retrouve à nouveau avec des corrélations actions-taux qui sont en zone qu'on appellerait déflationniste. Ouais. Donc on est sur un marché qui a des craintes. Les taux baissent et les actions baissent. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, par exemple. Voilà, c'est typiquement, c'est des corrélations, au lieu que ce soit des corrélations inverses, action-taux, on est sur des corrélations positives sur les deux. Et donc, on est sur une structure de marché qui nous dit qu'il y a des craintes assez fondamentales sur les perspectives de croissance. Et je me demande si, au fond, la façon dont on interprète, nous, le risque de taper, donc de réduction des achats d'actifs, puis ensuite la hausse des taux, etc., si le marché ne la trouve pas un peu prématurée, entre guillemets. C'est-à-dire C'est si pour au fond, accroître finalement le sentiment déflationniste les risques que la reflation chez certains ne investisseurs. fonctionne plus. Ouais. Et que le marché n'est pas en train de nous dire si la Fed y va trop tôt, les 10 ans d'efforts pour refléter l'économie risquent d'être compromis et elle n'arrivera pas à refléter durablement l'économie. Ouais. Et donc, c'est vraiment une question qui, pour nous, est assez centrale et à laquelle on réfléchit beaucoup. Et c'est la capacité de la Fed à être persistante dans sa politique, là, qui serait peut-être... Ou à ne pas aller trop vite pour ne pas compromettre. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, un mot encore... Et c'est exactement ce que nous dit la Banque Centrale Européenne. C'était le discours de Lagarde au mois de juillet, qui se justifie sur une cible d'inflation encore plus haute par rapport à la cible d'inflation qui prévalait, en disant que ça justifiera une politique monétaire extrêmement présente. Donc, certes, le PEP, le plan d'achat d'actifs pour contrer... va s'arrêter. Va s'arrêter, mais il va y avoir autre chose. Alors, ça va être un débat très intéressant, parce que M. Weidmann ne va pas être d'accord, et les autres, quelques autres... Ouais, c'est son métier. C'est son métier, peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est exactement ce que nous dit la BCE. Mais on voit Isabelle Schnabel, membre allemande du directoire de la BCE, là, dans la dernière interview qu'elle a donnée, qui explique quand même et qui admet, qui accepte l'idée qu'à moyen terme, c'est quand même plutôt un risque déflationniste, toujours qui est préoccupant pour la zone euro, plutôt qu'un risque d'inflation ou de surinflation. Thibaut, je voulais qu'on parle quand même un peu des marchés actions et de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors en lien avec tout ce qu'on dit, puisque visiblement les minutes de la Fed, la publication du compte-rendu la semaine dernière de la réunion précédente de la Réserve fédérale américaine a été le prétexte qui a pu expliquer la correction qu'on a eue. Pas bien méchant, 5% de baisse pour le CAC 40. Non, ce qui a été plus marquant peut-être, c'est de voir le secteur phare du CAC, le secteur du luxe, qui doit peser 20-25% de l'indice, peut-être. Ça dépend sur, si on met dedans. Ouais, mais bon, LVMH Kering, déjà, LVMH Kering, Hermès, ça pèse déjà très très lourd. Kering a perdu près de 20% quand même en 3 séances. Absolument. Alors, c'est pas une small cap. C'est très intéressant. Alors déjà, c'est probablement pas lié du tout à cette histoire de tapering. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que on a cette idée que s'il y a des taux américains qui remontent beaucoup, ce qui reste ainsi... oui, on vient de le voir. À ce moment-là, les valeurs de croissance qui se calculent en comparaison à des niveaux de taux très bas pourraient souffrir pour celles qui sont très chères. Dans le luxe, pour le coup, c'est pas les secteurs les plus chers qui sont de toute façon plutôt aux États-Unis, où on trouve des boîtes de logiciels qui se payent 25 fois les chiffres d'affaires. On n'est pas du tout là-dedans en Europe, mais dans la cote européenne, dans les valeurs chères, on trouve quand même globalement les valeurs du luxe. Faut se rappeler que quand on parle de Kering, on est un peu en dessous de 30 fois les résultats, LVMH un peu au-dessus, puis à Hermès, on arrive carrément à 60 fois. C'est des valeurs chères, donc quand on a peur que les taux montent, souvent ces valeurs-là, elles peuvent baisser un peu. En pratique, c'est pas du tout le cas. Et là, en l'occurrence, ce qui a soi-disant affolé un peu les marchés, c'est cette idée qu'on ait un changement de politique en Chine qui s'intéresserait de près à la réduction des inégalités. Alors ça, c'est sympathique, les gouvernements qui disent on va réduire les inégalités. J'ai pas encore beaucoup vu les gouvernements qui disent on va accroître les inégalités, même si c'est vrai que certains éléments de la politique de Donald Trump pouvaient ressembler un peu à ça. Mais globalement, on reste quand même dans quelque chose qui est dit, qui traduit aussi le fait que la population riche n'arrête pas d'augmenter en Chine, comme on le sait, que ce soit au niveau des milliardaires ou autres. Et donc, on essaye de se dire, voilà, il faut équilibrer tout ça. C'est sympathique. Beaucoup de gens se sont dit, est-ce que ça veut dire que les signes ostentatoires de richesse vont pas être moins bien perçus ? C'est meilleur de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, c'est simplement de se dire que c'est des valeurs qui ont énormément monté, portées par des résultats stratosphériques de trimestre en trimestre, avec des niveaux de valorisation très riches, ce qui peut amener des gens à prendre des profits. Puis il y a une autre difficulté, c'est que ça n'arrange pas les gérants. Vous êtes gérant, vous avez un CAC 40,
vous avez 10% d'LVMH, vous n'allez pas en mettre 15 ou 16. Non. Parce qu'à un moment donné, si vous vous dites aux clients, je fais que du luxe, il va dire, je vais acheter un tracker luxe. Et donc, du coup, tout le monde est sous-pondéré un peu là-dessus. Donc, c'est vrai que quand, du coup, ça prend 50, ça arrange pas grand monde. Puis quand ça baisse, là, pour le coup, ça arrange un peu plus. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des bénéfices sur ces valeurs, parce que les parcours ont été dingues. Que quand une valeur a un parcours dingue, les poids montent naturellement dans les portefeuilles jusqu'au moment où on peut avoir envie de rebalancer un peu. Et en face, des acheteurs sur LVMH, on peut en trouver, mais on reste à des niveaux hyper élevés. Et donc, du coup, ce genre de mouvement sur des nouvelles, un lien avec la Chine qui fait un peu peur à tout le monde, puisqu'on a des sous-performances assez massives, depuis qu'ils sont pris à l'éducation, aux jeux vidéo, à pas mal de sujets. Et ajouter à ça un mois qui est un peu creux, qui aide toujours un peu à faire des mouvements un peu exubérants, comme on peut le voir, ça donne ce mouvement qui ne me paraît pas très fondamental, probablement assez technique, et on ne rencontre pas des tonnes de gens qui sont hyper inquiets sur ces valeurs aujourd'hui, objectivement. J'entends bien les explications techniques, effectivement, la saisonnalité, etc. Mais 20% de baisse sur Kering, quand même, c'est 1/5 d'une des plus grosses capitalisations boursières du CAC 40. Et on en parlait à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Il y a eu du volume dans la baisse sur Kering. C'est-à-dire qu'on repondère un petit peu ses positions sur des valeurs stars qui gonflent, qui enflent et qui prennent beaucoup de poids dans les portefeuilles, c'est une chose. Mais quand c'est 20% de baisse, on se demande si c'est pas quelque chose de plus profond. Après, Kering, c'est aussi compliqué parce que la difficulté de Kering est que c'est pas monoproduit, mais c'est monoproduit en termes de croissance. Ouais. C'est-à-dire que Gucci réalise la croissance du groupe de manière quasi exclusive, une marque assez spécifique avec des acheteurs spécifiques. Donc, on peut aussi y voir une vulnérabilité à des changements un peu sociétaux plus forts que d'autres marques. Alors, même si c'est vrai que quand on regarde LVMH, au niveau de la bagagerie, les maroquineries, on a quand même aussi une grosse partie de la marge du groupe, mais globalement, on reste sur quelque chose de beaucoup plus diversifié. Et donc, on a une image quand même de résilience plus forte, sachant que, et pour le coup, Hermès, c'est un truc qui est moins traité. C'est pas le même type de mouvement sur lequel les gens achètent et vendent, une boîte avec un flottant plus faible, etc. Et donc, bizarrement, c'est celui qui devrait paraître peut-être le plus, on va dire, attaquable de par des multiples de valorisation très violents, mais c'est jamais ce qui bouge le plus. Non. Ce qu'on peut constater, c'est que ce type de mouvements, encore une fois, sont assez typiques du mois d'août. Je vous rappelle, il y a quelques années, on avait une journée avec le CAC à moins 8,5. Bon, on sent qu'il y ait quelque chose qui paraissait si dramatique, et puis c'est remonté ensuite. On a ce genre de mouvement. Ce que ça montre aussi, c'est aussi un marché qui a beaucoup monté, quoi. Et quand un marché a beaucoup monté, on le voit bien, nous, avec les investisseurs. LVMH, c'est 160% de hausse depuis le point bas de mars 2020. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que... Ah bah oui, si. Non, mais c'est très journaliste, ce point bas de mars 2020, j'entends bien. Ce que je veux juste dire, c'est... Nous, les investisseurs, quand on rencontre les financières à Bevel, si vous leur dites on va tout mettre sur le rouge, avec un marché, un CAC qui est quasiment à plus 20, ils se disent, est-ce que c'est vraiment là maintenant qu'il faut y aller ? Par contre, si vous dites on va prendre un peu de profit, tout le monde trouve ça très cohérent. Donc, si vous voulez, c'est aussi des moments où on peut avoir un peu de prise de bénéfices sur ce type de valeurs qui sont chères. Et on le voit bien, c'est des valeurs, c'est un peu la même chose sur toutes les valeurs un peu croissance, on pourrait citer des téléperformances, d'autres choses comme ça, ou même les GAFAM. C'est souvent des valeurs qui montent un peu tous les jours. Puis quand il y a des résultats, même quand ils sont hyper bons, ça monte pas forcément. Et même sur les GAFAM avec des résultats dingues, la moyenne des variations post-résultats n'ont pas été dingues. Et par contre, après, ça reprend un peu sa marche. Donc c'est aussi ce type de valeur. Et le profil de l'action LVMH, c'est tout à fait ça. C'est un peu des trucs qui montent tous les jours et puis de temps en temps, ça rebaisse un peu et ça repart. C'est un peu ça. Parce que souvent, c'est des boîtes qui, opérationnellement, sont des rouleaux compresseurs, mais qui, comme elles sont sensibles à des problématiques politiques, ont tendance justement à, dès qu'il y a un élément politique, à avoir des craintes qui se réveillent. Ouais. Bon, on a parlé de la fête du tapering. Là, si je reste sur mon idée du luxe, est-ce que, je sais pas, est-ce que l'histoire chinoise est un facteur d'explication, peut-être, derrière la baisse du luxe la semaine dernière, Jeanne ? C'est un facteur qui a été avancé, c'est ce qui était dit à l'instant. Ça a été avancé comme pouvant répondre justement au tour de vis réglementaire et c'est presque un virage politique de la part des autorités chinoises, avec, si j'osais dire, un retour aux sources. Oui, moi j'ai dit la grande reprogrammation. Il parle d'un programme de rectification. Voilà, pour un certain nombre d'industries. Ça s'entend comme ça. Oui. Et on a tous été quand même un peu surpris de ce qu'ils ont fait concernant les grandes valeurs, leurs grandes valeurs, notamment de la tech. Donc c'est très compliqué d'arriver à anticiper ce qu'ils sont susceptibles de faire dans leur grande rectification. Donc, jusqu'où et comment est-ce que c'est susceptible d'affecter les grands acteurs du luxe ? C'est certainement, on a envie de dire oui. Dans quelle mesure ? C'est un peu délicat. Il y avait eu une séquence à un moment, alors c'était la politique anti-corruption qui avait beaucoup pesé, je me souviens notamment sur des boîtes de spiritueux, parce que c'était les cadeaux dont le prix était ni trop bas pour justement être facilement offert.
voire sous le manteau dans le milieu des affaires. Il y avait eu à un moment une séquence compliquée exact. pour des groupes comme Pernod. Mais ce que je retiens de cette séquence, c'est que c'était compliqué. Oui. Donc c'est très difficile à anticiper. Ils sont assez créatifs. Non mais c'est vrai, on s'y attend pas en général aux mesures qu'ils prennent. Donc je pense que le marché a pricé une plus grande incertitude sur une croissance de long terme. Et c'est là où peut-être les impacts en termes de, si on n'a pas, on aurait pu avoir 5%, mais s'il y a une rectification de politique chinoise, elle peut impacter les perspectives de comme sur LVMH, 5 à 10 ans. Oui, je comprends. Ça, on est incapable de savoir jusqu'à quand ça... Oui, bien sûr, on n'est pas dans la tête de Xi Jinping. Quand vous regardez ça du point de vue des marchés chinois, cette fois, Jeanne, donc les marchés chinois, Chine continentale, sont enfoncés les plus bas de l'année. Voilà, on est sur des plus bas qui nous ramènent à l'automne 2020. Les grandes valeurs tech, alors j'ai vu Alibaba est au plus bas historique, par exemple. Le prix, c'est toujours important dans l'analyse qu'on fait de la situation. Oui. Est-ce que c'est le moment de s'y réintéresser? Alors, les fondamentaux ne nous incite pas à y retourner précipitamment, mais il faut être clair, tous les indicateurs techniques sont survendus. Donc, c'est le moment de s'intéresser. Est-ce que c'est le moment de re-rentrer? Parfois, il faut mieux être un petit peu patient et pas essayer d'attraper le couteau qui tombe, comme disent les Américains. Mais bon. Donc, on ne se précipite pas de notre point de vue, mais tout en ayant bien en tête que ça a beaucoup corrigé. Donc, il faut regarder ça de près. Sur la Chine, Franck, c'est vrai que dans les commentaires un peu de rentrée, il y a la Fed, la zone euro qui suit son chemin de reprise. Et la Chine, je lis de plus en plus de commentaires assez négatifs, pessimistes, inquiétants, alors que ce soit sur l'aspect politique, la grande reprogrammation, et puis l'impact que ça peut avoir sur la croissance. On avait eu un petit mouvement de la Banque centrale chinoise, je crois, il y a quelques mois, alors qu'il y avait un peu entretenu l'espoir qu'il y aurait un assouplissement des conditions monétaires, un soutien de la politique monétaire. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des vraies sources d'inquiétude? J'allais dire inhabituelles pour la Chine, parce que sinon... Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à raisonner en dérivés secondes sur les marchés. Bon, on sait que le pic de croissance de la Chine est derrière nous. Oui, la reprise est faite. La reprise est faite, mais on parle quand même d'une prévision de croissance 2021 autour de 8,5, il me semble. Enfin, ça reste quand même extrêmement décent. Ça, c'est le consensus des économistes. La Chine nous a dit que ce sera 6, mais les économistes sont au-dessus. Voilà, d'accord. On est grosso modo à 8,5, il me semble. Bon, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes, mais je dirais de très long terme, parce qu'on sait que les tendances démographiques, notamment, font que la croissance potentielle en Chine, elle va décroître dans des proportions extraordinaires. On parle, il me semble, en 2030, de quelque chose comme 2% ou 2,5% de croissance potentielle en Chine. Donc ça, c'est la trame de long terme. Donc... Avec une situation démographique, alors qu'on connaît, qui est écrite sur les murs d'une certaine manière, c'est réduction par 2 de la population d'ici la fin du siècle. C'est ça. Et on sait que la croissance potentielle, c'est la démographie et les gains de productivité. Les gains de productivité déclinent partout. Et la démographie, elle est effectivement ce qu'elle est. Donc, c'est pas hyper engageant, mais enfin, là, on parle quand même de perspectives de très long terme. Mais je suis d'accord avec vous, on a du mal à décoder quand même. On a l'impression qu'il y a un nouveau logiciel, tout de même, avec Xi. Enfin, on sait que c'est le leader Maximo, quelque part. Il est à vie, avec un statut que personne n'a eu. Je crois même qu'il est au-dessus de Mao, en termes de statut. Et c'est une reprise en main. C'est une reprise en main, mais incroyable. Parce qu'on peut se dire, mais ils se tirent des balles dans le pied. Ils détruisent de la valeur à très très grande échelle. Donc c'est que derrière, il y a un projet politique de société, en fait. Cette société ne leur convient plus. Donc ils sont en train de migrer vers autre chose, mais dont on commence à comprendre les contours et qui, pour le monde des affaires, peut être assez inquiétant. En dehors des marchés chinois, oui, c'est une situation, je reviens à ça, parce qu'effectivement, comme le disait Jeanne, Thibault, si c'est une vraie reprogrammation, ça peut avoir quand même des impacts pour un nombre d'industries, de valeurs françaises, européennes, très exposées sur ce marché chinois, en termes d'activité, de business, j'entends. Oui, bien sûr. Après, c'est une réponse qui n'est pas évidente, parce que la Chine avait un deal, c'est une dictature. En échange de quoi on est censé rendre la population riche et avoir une croissance très forte. Et la croissance, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer parce que... Alors, c'est difficile à dissocier parce qu'on connaît un chemin. Le chemin qu'on connaît, c'est un chemin de passer d'un pays développé à un pays qui est au bout de son développement. Le bout du développement étant vraisemblablement le Japon, c'est-à-dire une société où les gains de productivité ont été au maximum. Mais comme c'est des pays
un peu à l'instar des pays européens qui sont sur le chemin, qui font toujours aussi un effondrement démographique dans la même période, en fait, on ne peut pas séparer les chemins de l'évolution, entre guillemets, en termes de création de richesse de la population, et l'évolution en termes démographiques, parce qu'elles vont ensemble. Mais ce qu'on sait, c'est que le bout du chemin, c'est zéro de croissance, zéro d'inflation. Voilà, et zéro d'inflation, c'est gentil. Donc, la Chine va vers là, et donc, il faut qu'ils réinventent ce pacte avec entre le gouvernement, le Parti communiste chinois et les Chinois pour trouver quelque chose qui va à tout le monde. Et à un moment où les Européens, les Américains disent ce serait peut-être bien quand même qu'on ait des semi-conducteurs chez nous pour pas dépendre quand il y a un problème. Qu'on dise aussi, l'Inde c'est bien, mais ça serait peut-être bien qu'on puisse faire des médicaments pour que quand il y a une pandémie, on soit pas en risque. Et donc, il faut bien que la Chine réagisse à ça. Donc, il faut qu'elle ait aussi son modèle souverain. Et donc, l'idée que tous les gens, les Américains, les Européens disent, viens, on va investir en Chine, ça a l'air bien, on va prendre des trucs là-dedans, ça appelle aussi à une réponse. Donc, la Chine, ça brûle un peu les doigts. Et donc, le côté business friendly, parce que comme vous disiez, il y avait la dictature, mais vis-à-vis de la communauté internationale des affaires, on ouvrait quand même tout un pan, services financiers et autres. Ça, c'est en train de se refermer. Ça restera business friendly, mais il y a des grosses claques à prendre. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que si vous prenez le marché chinois, c'est amusant, les gens ne l'ont pas forcément en tête. Entre juin 2009 et aujourd'hui, on est quasiment à zéro de performance. Vous prenez le Nasdaq, les Américains dans l'intervalle, on est à 600%. Donc quand tout le monde dit la Chine a une croissance incroyable, on dit ouais, croissance incroyable, mais enfin boursièrement, ça fait rien, même si certains gérants, en particulier ceux qui ont un Biotech, ont eu des performances qui n'ont absolument rien à voir avec cet indice. La question qu'on a aujourd'hui, c'est oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette croissance, c'est une croissance de production en industrie 1.0, c'est de l'alimentation. Donc c'est quelque part de la croissance Walmart, c'est-à-dire un chiffre d'affaires énorme mais pas de marge. Donc boursièrement, comme ça ne crée pas de marge, ça ne fait rien. Donc tout l'opposé de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire un LVMH qui a un chiffre d'affaires qui n'est pas colossal mais qui a des marges énormes. Et donc boursièrement, c'est gigantesque. C'est ce que tout le monde se dit, c'est si ça ralentit, ça veut dire qu'on converge vers des populations de type américaine, japonaise, qui ont une consommation de qualité plus importante, qui amène plus de valeur ajoutée. Et donc boursièrement, il y a vraiment quelque chose. Et donc on sent ça. On sent que boursièrement, on va aller vers des choses plus intéressantes que ce qui s'est passé dans la décennie. Mais dans le même temps, c'est vrai que quand vous disiez, il y avait des fonds, edutainment, c'est-à-dire investir dans l'éducation avec le digital. Quand on vous dit d'accord, mais maintenant ce sera que des fondations ou des sociétés non-profit, vous faites oui. Et donc, c'est voilà, la Chine, case, en fait. Il va y avoir une évolution, ça aura des impacts. Considérer que tout est négatif et que c'est plus une zone boursièrement intéressante, c'est pas notre avis chez Financière Arbevel. En revanche, ça va secouer. Et quand on sait que quelque chose va secouer, ça implique toujours une décote qui, clairement, s'est mise en place au cours des derniers mois. Merci à vous trois. Merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché pour cette émission de rentrée de Smart Bourse. Jeanne Asraf-Biton, l'XORM, Thibaut Prébet, la Financière Arbevel et Franck Dixmier, Allianz Global Investors étaient nos invités ce soir.